Je vais demander aux intervenants suivants, qui sont majoritairement des femmes, donc intervenantes, je vais dire. Désolée pour toi, Quentin. Les deux venir, voilà. Alors, en tant qu'organisateur, ce qu'on a voulu faire ce matin comme organisation, c'est d'avoir d'abord une approche théorique de la question de l'évaluation et de ses enjeux. Et comme Florence Janicatrice l'a dit et Sybille aussi, on a souhaité aussi atterrir sur le terrain avec un côté pratique et pouvoir partir de ce qui est fait sur le terrain, même si parfois ça ne s'appelle pas évaluation d'impact. Il y a un travail énorme qui est fait dans les entreprises, dans les structures de l'économie sociale et solidaire, et qui mènent un travail d'évaluation de leur impact, de leur utilité, qui font du travail d'observation et qui vont donc avoir l'occasion de nous en parler maintenant. La première qui prendra la parole sera Anaïs Perrieux, qui est donc docteur en sciences économiques et de gestion, CIRTES, IRES, UCL, et surtout qui mène pour le moment un travail d'évaluation de l'impact social dans une association bien connue en Belgique, Les Petits Riens, et elle va donc nous en parler. Nous aurons ensuite Julie Ourrier, qui est responsable du développement et de la production chez Signe de Sens, qui est une association française du Nord-Pas-de-Calais, et donc qui a elle aussi un travail a été mené à Signe de Sens d'évaluation. En recherche citoyenne, d'ailleurs, comme Florence Janicatrice en a parlé juste avant. Et ensuite, nous aurons deux partenaires du projet VISE qui prendront la parole. Bérangère Delferrière, qui est directrice de Acteurs pour une économie solidaire, donc un partenaire français, et Quentin Mortier, qui est coordinateur chez SAWB, et qui nous parleront du travail qui est mené à SAWB en termes d'évaluation des pratiques d'évaluation. Voilà. Anaïs Perrieux, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là et je vais vous montrer en fait une étude qui n'est pas du tout finie et un projet qui n'est pas du tout fini, et donc c'est vraiment en cours, qu'on mène dans le cadre d'une chaire avec l'entreprise sociale Les Petits Riens. Pour les Français qui sont là, c'est un peu le penchant d'Emmaüs en France. Donc en deux mots, parce que quand même je vais venir avec des choses concrètes. Donc c'est une entreprise qui collecte des vêtements de seconde main, qui les revend et qui a une dimension de réinsertion sociale dans cette partie-là de la chaîne, donc la partie économique, disons, de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et puis elle arrive à générer un surplus, et avec ce surplus, elle finance des actions sociales. Et son action sociale majeure, c'est une maison d'accueil pour sans-abri. Voilà. Alors, donc, ils ont envie de comprendre et d'essayer d'appréhender un peu davantage leur impact social, et on les a accompagnés là-dedans. Alors, je vais pas revenir sur, si peut-être un tout petit peu, mais sur ce qui a été dit auparavant, mais c'est important pour moi de contextualiser un peu et évidemment de pointer les risques, parce que voilà, il faut, en menant cette étude, il faut évidemment être bien conscient de toutes les limites, et en rentrant dans cette approche, c'est important d'être conscient de toutes les limites. Alors elles ont été longuement expliquées par les deux intervenants précédents, mais comme je le présente de façon un petit peu différente, je vais m'y attarder un tout petit peu. Donc évidemment il y a le contexte dont on a parlé, qui a des risques importants. Florence les a expliqués en long et en large, et certaines opportunités. Et donc il y a deux grandes approches possibles. On peut les classifier en deux grandes approches. Il y a une première approche qui est l'évaluation des processus, où là l'attention est vraiment mise sur la cohérence du projet, sur son mode de fonctionnement, donc sur les mécanismes de gouvernance, sur le degré de transparence, sur les processus de ciblage des bénéficiaires. Tout ce qui est RSE aussi peut en partie rentrer dans cette première approche. Et puis il y a une deuxième approche qui vise, c'est étonnant parce que ça bouge beaucoup, qui vise
vise donc à évaluer l'impact social et où là l'idée c'est essayer de capter vraiment l'effet de l'action induite sur les bénéficiaires directs et indirects. Alors bien sûr ces deux approches peuvent être menées en parallèle et ont à tout intérêt de se mener en parallèle, mais alors ici je vais me focaliser sur la deuxième approche qui est celle choisie par les petits riens, et donc on l'a déjà évoqué, mais c'est important pour moi de revenir un petit peu dessus, c'est le fait que c'est extrêmement compliqué d'avoir une vraie mesure d'impact. Bon, je revenais sur la chaîne de production, mais ça je vais aller très vite parce que vous connaissez. Donc une entreprise sociale a une mission, elle prend des ressources et avec ces ressources, elle a son activité et elle obtient des réalisations. Et c'est les volumes de production et c'est le risque notamment de mettre trop l'accent sur le volume de production dont Florence parlait. Donc par exemple chez les petits riens, ce serait le nombre de tonnes de vêtements récoltés, ce serait le nombre de nuitées assurées au sein de la maison d'accueil. Et ici on voit, ce sont les indicateurs qui mettent généralement en avant, ce sont tous des indicateurs de réalisation. Après, ces réalisations génèrent des résultats, Sybille en a aussi parlé, c'est-à-dire des changements qu'on peut observer. Un exemple d'indicateur de résultats dans le cadre de la maison d'accueil, eh bien, c'est par exemple l'évolution du pourcentage de résidents, donc de sans-abri au sein de la maison d'accueil, l'évolution du pourcentage de personnes qui ont un revenu issu du travail, donc un revenu salarié, cette évolution à l'entrée et à la sortie. Ici, on a un indicateur de résultat parce qu'il s'agit vraiment d'un changement de la situation du résident, mais on ne sait pas encore si cette évolution, jusqu'où cette évolution est vraiment liée à l'action de la maison d'accueil. Parce que ça pourrait être, par exemple, également dû à un contexte économique favorable avec une augmentation de l'emploi et donc une partie de cet effet peut être liée simplement au contexte. Donc l'idée ici, c'est une mesure d'impact, c'est vraiment une mesure qui, Florence en a parlé aussi, donc, qui permet d'essayer de distinguer ce qui est dû à l'activité de ce qui se serait passé de toute façon par ailleurs. Et donc d'essayer de comprendre la partie des résultats qui est vraiment liée à l'action de l'entreprise sociale. Alors pour ça, c'est extrêmement compliqué et il y a des problèmes d'attribution, on en a également parlé, donc c'est des problèmes de sélection adverse et des problèmes de biais d'événements simultanés qui font que, par exemple, si une entreprise de réinsertion augmente son taux de réinsertion d'une année à l'autre, ça peut être juste lié au fait qu'elle a changé de population cible et elle a pris des personnes moins éloignées de l'emploi ou qu'il y a eu un contexte macroéconomique favorable. Alors l'accent est souvent mis là-dessus, en tout cas par les économistes, et la difficulté de contourner ces problèmes, mais en fait ce ne sont pas les seuls obstacles pour appréhender la réalité de l'effet d'une entreprise sociale, d'une action sociale. En fait on a des limites à chaque étape et donc on a une réduction, une simplification de la réalité qu'il faut accepter avant d'entrer dans ce processus. Alors pour ça je vais revenir sur les différentes étapes du processus parce qu'on les a mis en place et donc c'est important évidemment d'avoir bien en tête toutes les limites de ces différentes étapes. Donc premièrement, c'est identifier et sélectionner les effets de l'action. Et évidemment, c'est impossible d'identifier l'ensemble des effets. Et donc on peut simplement louper des effets et ne pas les évaluer parce qu'on ne les a pas identifiés au départ. Et puis c'est impossible de les prendre tous en compte dans l'évaluation. Donc il y a une forme de sélection qui est obligée de se passer. Donc l'idée, c'est évidemment ces choix ne sont pas neutres et influencent les résultats. Et c'est très important d'analyser les résultats après en fonction évidemment des choix qui ont été faits. Ensuite, il y a les indicateurs, passer de l'effet à une évaluation de cet effet, dans ce cas-ci, une certaine mesure de cet effet. Et là aussi, évidemment, on a une réduction de la réalité. On fait face à des limites qui sont liées aux limites de nos connaissances. Donc, on doit choisir parmi un certain nombre d'indicateurs qui existent et ils sont toujours une réduction de la réalité. Donc, si on prend une forme d'échelle d'estime de soi, eh bien, ce sera
un petit élément d'un concept flou au contour large, et donc les résultats vont être différents si on prend telle échelle plutôt que telle échelle. Donc évidemment, le choix des indicateurs est tout à fait clé, et puis le choix de la méthodologie pour essayer de contrer, comme je vous disais, les effets des problèmes d'attribution. Donc comment est-ce qu'on va essayer de s'assurer qu'on capte bien l'effet de l'action qu'on souhaite, dont on souhaite évaluer l'impact, et pas d'autres choses. Et puis il y a l'effet temps aussi, la question du temps. Est-ce qu'on laisse le temps aux effets d'apparaître, et donc quelle est la temporalité du dispositif qu'on met en place et la temporalité des effets en question. Donc face à ça, on l'a dit, il y a deux grands positionnements possibles. Soit on décide qu'en fait l'impact c'est impossible d'appréhender, et donc on pense qu'il ne faut pas aller vers là, et qu'il ne doit pas faire l'objet d'une quantification. Soit on se dit que on emprunte quand même cette démarche-là, mais en étant conscient des limites, et en se disant que ça pourra permettre d'avoir de l'information additionnelle, mais en étant bien conscient que c'est extrêmement important de savoir comment est-ce qu'on a atteint ce résultat pour pouvoir l'interpréter correctement. Alors dans le cadre des petits riens, donc c'est ce qu'on a, enfin, je veux dire, le dispositif est pour le moment occupé à être mis en place, donc c'est progressif quoi. La première étape, c'est identifier et sélectionner les effets. Alors ici, l'objectif c'était évaluer l'impact social de la maison d'accueil sur ses résidents. Donc on voit qu'il y a déjà une première forme de sélection, c'est pas l'impact de la maison sociale sur l'ensemble de ses parties prenantes. On va pas regarder comment est-ce qu'elle influence le bien-être du travailleur social. C'est vraiment sur ses bénéficiaires directs, donc sur les résidents. Et après ça, par contre, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, essayer de cartographier l'ensemble des effets qu'on pensait que la maison d'accueil pouvait avoir sur les résidents. Et ça, on l'a fait avec les différentes parties prenantes. Donc, il y a eu des entretiens avec les résidents et on leur a demandé, enfin, ils nous ont expliqué leur parcours, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient être les effets que la maison d'accueil, enfin voilà, qu'est-ce que la maison d'accueil leur apportait. On a fait également des focus group avec les travailleurs sociaux pour essayer de cartographier l'ensemble de ces effets. Puis évidemment, on a discuté aussi avec la directrice de la maison d'accueil et la direction en général. Et puis on a sélectionné un ensemble d'effets en fonction de la mission et de la pertinence de l'organisation. Et ça, par contre, ça a été fait, mais bon, c'est un choix avec l'équipe de direction. Et puis, il y a évidemment eu un retour auprès des travailleurs sociaux et auprès de la directrice de la maison d'accueil, et ça a été en partie adapté. Alors, en résumé, il y a en fait 5 grandes familles d'effets. Il y a des effets socio-économiques, comme par exemple l'évolution de la situation administrative, du logement, du revenu, de la situation d'emploi. Des effets de type acquisition de compétences. Pendant leur séjour, les résidents acquièrent de nouveaux types de compétences professionnelles, compétences relationnelles, des effets en termes de santé, en termes de médication, évolution de la médication, de l'hygiène de vie, de la suétude, de la santé en général, des effets psychologiques, par exemple en termes d'auto-efficacité perçue. Donc là, c'est comment est-ce que la personne se pense capable de, par exemple, prendre sa vie en main ou d'avoir un effet sur sa vie, sur ce qui lui arrive, d'estime de soi, de bien-être dans la maison d'accueil, des effets de type réseau social, comme la construction d'un nouveau réseau ou le fait de renouer avec son ancien réseau. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment cartographier au maximum l'ensemble des différents effets. Et ça, vous le retrouvez, en fait, on a fait une petite revue, enfin une petite note, et ces effets sont vraiment détaillés au maximum de ce qu'on a pu le faire en annexe à cette petite note qui est téléchargeable sur le site des Petits Riens. Et je pense que déjà ça, en fait, c'était une étape importante pour eux et intéressante. J'ai eu des retours assez positifs sur cette première étape. Et puis on a confronté ces effets avec la littérature sur la question. Donc par exemple, on retrouve plus ou moins ces grandes dimensions dans les cadres théoriques de l'OMS pour essayer de comprendre c'est quoi les facteurs d'inégalité, de pauvreté. Voilà. Alors la deuxième étape, c'était définir et identifier des indicateurs. Donc c'est vraiment passer de l'effet à une évaluation de cet effet, quoi.
Et là, ce qu'on a fait, c'est, j'ai regardé toute la littérature scientifique sur la question et tous les outils qui étaient à ma disposition. J'ai également eu des discussions avec beaucoup de collègues interdisciplinaires, donc des psychologues, etc., parce que je fais partie d'un centre interdisciplinaire. Et on a décidé de mobiliser des indicateurs objectifs, c'est-à-dire qui regardent vraiment la situation objective des conditions de vie d'un individu, et des indicateurs subjectifs qui, eux, prennent plus en considération la façon dont l'individu perçoit son bien-être. Alors, pour donner un exemple très concret, au niveau de l'évolution du revenu, on a pris un indicateur objectif, donc c'est l'évolution du revenu mensuel en euros, et l'évolution de l'estime de soi. Là, on a pris c'est un indicateur subjectif, c'est une échelle qui est très utilisée, qui est l'échelle de Rosenberg, qu'on a adaptée aux résidents. On a ensuite testé ce questionnaire avec les résidents. Donc plusieurs résidents ont testé le questionnaire, et des résidents au profil assez variable, parce que la maison d'accueil prend en charge des personnes au profil très variable. Et on a adapté le questionnaire, et on a aussi en fait enrichi. On a pris en considération évidemment les critiques qu'ils faisaient sur le questionnaire, là où ils pensaient qu'il y avait des manquements. Et ce qu'on a obtenu, c'est 3 questionnaires. Enfin, ce qu'on a développé, c'est 3 questionnaires, un pour les résidents, un pour les travailleurs sociaux et un pour les chefs de service, là où le résident fait en fait sa mise en activité, parce que les petits riens en fait pensent beaucoup au bienfait de la mise en activité, et donc le résident fait un travail bénévole au sein de l'organisation. Et alors le questionnaire le plus important, évidemment, est celui pour les résidents. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des différents questionnaires, mais pour vous donner une idée vraiment concrète, ce sont des questionnaires qui peuvent être remplis en ligne. Et dans le cadre pour le résident, l'idée, c'est que il est accompagné au début, il est accompagné à la fin, mais le but, c'est qu'il remplisse le questionnaire seul, et les réponses sont anonymes. Pour le faciliter cette façon de faire. On a beaucoup pensé à différents types de façons de faire, et c'était assez compliqué. Et ce sur quoi pour le moment on s'est arrêté, c'est l'utilisation d'une tablette. Et donc le résident est accompagné au début par le travailleur social dans l'utilisation de cette tablette, et puis il peut répondre lui-même aux différentes questions. Et voilà, pour vous donner un exemple, donc on a fait un support graphique et audio pour les résidents qui avaient plus de mal à écouter, à lire les questions. Et alors bien sûr, ils peuvent demander plus d'aide s'ils le souhaitent au travailleur social, mais l'idée c'est qu'ils puissent exprimer qu'ils puissent s'exprimer sur ces différentes questions de façon anonyme. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est le choix d'une méthodologie. Alors là, il y a plusieurs méthodologies qui existent. On peut les classer par 4 grands types de méthodologies en fonction, Florence en parlait, donc de la situation alternative à laquelle elle se réfère. Je vais juste m'arrêter un tout petit peu sur les 2 premières. Donc il y a l'approche par reconstitution subjective, où là, l'idée, c'est on demande ex post. C'était un peu la première étape, ce qu'on a fait avec les résidents. Donc, ex post, qu'est-ce que vous pensez que la maison d'accueil vous a apporté? Et ce que fait le résident, c'est mentalement, il compare sa situation actuelle à la situation qui était avant qu'il entre au sein de la maison d'accueil. Et c'est donc pour ça qu'on appelle ça reconstitution subjective. Donc, il compare ces 2 situations. On a ensuite la méthode de type avant-après, où là, on mesure réellement les indicateurs avant et après, et on regarde s'il y a une différence significative. Elle est moins subjective que la première méthode, mais bon, elle a ses limites aussi. Elle ne permet pas tout à fait de contrôler pour tout ce qui est problème d'attribution. Il y a 2 autres méthodes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui fonctionnent avec groupe contrôle. On en a également parlé ce matin, où l'idée c'est de regarder s'il y a une évolution différente en fonction d'un groupe qui bénéficie de l'action et un groupe qui ne bénéficie pas de l'action. Alors nous, on a choisi
choisi la méthode de type avant-après. Donc l'idée, c'est de mesurer ces différents indicateurs à l'entrée du bénéfice, quand le résident entre dans la maison d'accueil, sans doute essayer une fois pendant, et puis à la sortie, et puis un suivi post-hébergement pour certains indicateurs, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et l'idée, c'est d'essayer d'arriver avec 2 outils à la fin, une forme de tableau de bord, donc c'est eux qui étaient vraiment demandeurs de ce type d'outils-là, avec, où on voit l'évolution de ces indicateurs avant-après, mais en tenant compte de l'évolution des profils des bénéficiaires pour donc justement tenir compte de ce biais de sélection et l'évolution d'événements simultanés, comme par exemple du marché immobilier à Bruxelles ou du marché de l'emploi, pour essayer de capter un peu cette idée d'événements simultanés. Alors on souhaite également mener des études plus approfondies pour essayer d'identifier c'est quoi les phénomènes sous-jacents, et donc par exemple essayer d'identifier c'est quoi les facteurs de bonne sortie, ou par exemple l'interaction entre la mise en activité qui pense être hyper importante pour justement l'évolution de l'estime de soi et la réinsertion du résident, mais on va pouvoir essayer de regarder c'est quoi les corrélations entre ces différents indicateurs, aussi entre les différents profils et l'évolution des différentes dimensions. Alors l'idée évidemment c'est bien sûr pas de remplacer l'expertise des travailleurs sociaux, et les résultats devront bien sûr être analysés et compris au regard de leur expertise. Ce qu'on espère c'est que ça permettra d'apporter une petite information additionnelle du fonctionnement de ces processus-là, et qui pourrait être utile pour faire évoluer les pratiques. Alors en conclusion, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement compliqué d'avoir une mesure d'impact, et donc je voulais terminer avec une conclusion ouverte, puisque, étant donné toutes ces limites, ça soulève, oui, des questions, mais on en a déjà parlé ce matin, dans les interventions précédentes. Ça soulève des questions d'ordre épistémologique, évidemment, jusqu'où peut-on quantifier le social, et moi je suis assez fort confrontée à ces questions-là, et voilà, c'est une question évidemment hyper importante. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'en fait là le dispositif il est plus ou moins finalisé, mais il doit encore être testé grandeur nature, et l'idée c'est de le mettre en place pendant 3 mois, et évidemment de refaire des focus group avec les travailleurs sociaux, avec les résidents, aussi avec la direction, pour évidemment revoir ce dispositif en fonction de ce qu'on reçoit comme retour, et de l'adapter et de le transformer en fonction évidemment du retour des différents acteurs. Alors une autre question hyper importante, c'est la question méthodologique. Je vous l'ai montré, en fait il y a beaucoup de choix aux différents endroits, donc la question c'est qui choisit, avec qui on fait le processus. Des questions de type organisationnel et gouvernance, quel impact maintenant ce dispositif d'évaluation va avoir sur les pratiques et sur la façon par exemple de percevoir son travail du travailleur social, etc. Et donc ça c'est également des choses que j'aimerais bien essayer d'analyser et de faire avec eux. Et puis évidemment une question politique, quelles conséquences l'évaluation a sur la conception même de l'action sociale et sur ses bénéficiaires, et jusqu'où est-ce qu'on peut standardiser ces dispositifs. Ici on voit bien c'est un dispositif très spécifique pour la maison d'accueil, avec des indicateurs qui sont hyper spécifiques et qui sont vraiment liés au travail de la maison d'accueil, et donc il y a la question de jusqu'où est-ce qu'on peut répliquer un même dispositif, ou en tout cas utiliser des indicateurs communs pour différentes entreprises sociales. Voilà, merci beaucoup. Merci Anaïs Perrieux pour ce cours exposé, et pour ceux qui seraient intéressés et auraient des questions supplémentaires à poser à Anaïs Perrieux, elle participe à l'atelier L'impact social, comment évaluer, et donc n'hésitez pas à aller à cet atelier et à lui poser des questions supplémentaires. Elle sera là notamment pour y répondre et apporter des éclaircissements supplémentaires. Oui, il me semblait que ça devait être rapide. Oui, mais c'était ça. C'était 20 minutes parce qu'on a encore Julie Ourrier et 2 autres personnes après, et le tout doit être terminé pour 13h. Donc voilà.
Vas-y. Tu n'as pas d'adaptateur, c'est un Mac. Mais je pense qu'elle a directement. Moi, c'est un vieux. C'est ça. Alors, je vais voir. Voilà, et donc Julie Aurier travaille à Signe de Sens, donc une association française qui travaille sur la question de la surdité, et donc ils ont mené une évaluation il y a déjà quand même je pense que c'est pas juste récent, donc voilà, elle va nous parler de cette analyse et de cette évaluation qui a été menée et de comment ça a été mené. Ça arrive. Hop. On est bon. Bonjour à tous. Donc effectivement, je représente aujourd'hui Signe de Sens en tant qu'entreprise sociale et solidaire qui a été identifiée par la PES pour participer au projet VISE. Et donc je me suis occupée particulièrement d'un projet qu'on a fait évaluer dans le cadre du programme Chercheurs Citoyens dont on a parlé ce matin, qui est un financement du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, qui est en phase de se terminer. Et donc c'est la restitution un peu d'un projet d'évaluation qu'on a mené sur 3 ans, que je vais partager avec vous. Ça vous amènera peut-être des éléments de réflexion sur la question de la mesure de l'impact social. Alors, je suis pas prof, mais j'ai été une bonne élève, donc mon intervention se fera en 3 points. Du coup, dans un premier temps, je vous rappellerai juste ce qu'on fait, pourquoi on le fait et nos méthodes de travail. Ensuite, je vous parlerai justement du projet Muséo Plus qui a donné lieu à l'évaluation, dont je vais vous partager les résultats. Et puis, en guise de conclusion, un peu des réflexions ou ce qu'a donné un peu cette évaluation et comment peut-être elle peut vous inspirer pour la réflexion qui nous rassemble aujourd'hui. Alors brièvement, Signe de Sens, donc c'est un laboratoire d'innovation pédagogique qui depuis 13 ans met en place et invente, on va dire, des nouveaux supports pédagogiques multisensoriels avec une vision très singulière et qui nous permet de nous positionner sur le secteur éducatif comme un acteur un peu hors norme, puisque en fait notre parti pris de départ, c'est qu'en travaillant avec les publics atypiques, en fragilité, en situation de handicap, on en vient finalement à regarder les choses autrement, en tout cas les situations d'apprentissage autrement, et donc à innover en inventant finalement des services, des outils, des produits qui sont différents et qui répondent aux enjeux d'accessibilité. Donc c'est vraiment cette caractéristique qui nous détermine et qui fait qu'à l'initiative de tous nos projets, il y a une demande sociale, il y a un besoin pédagogique ou éducatif. Alors on est sous format associatif, donc l'association a été créée il y a 13 ans maintenant sur l'île. Elle fait travailler 13 personnes aujourd'hui et on travaille avec un réseau assez large de partenaires qui associe à la fois les acteurs de la culture, de médico-social, du numérique, les chercheurs, etc. Et on finance nos actions de façon mixte avec à la fois des fonds publics, des fonds privés et puis des recettes, tout simplement. Alors je vous partage un peu un schéma qui illustrait pour moi très bien un peu notre méthodologie de travail. Ce schéma est extrait d'ailleurs du travail qu'une association wallonne a mis en place autour du design, donc l'association Innovation Design. Et donc je la trouve assez représentative de notre façon de travailler, à savoir qu'on passe, pour innover, on commence d'abord par passer pas mal de temps avec les personnes, comprendre un peu comment elles fonctionnent, leurs besoins, leurs enjeux, leurs atouts, leurs ressources. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, à partir de ces échanges, de ces rencontres, de ces observations, on émet des idées de services, de produits qui pourraient répondre aux besoins. Ensuite, troisième point, on prototype, on fait des évaluations,
on mesure avec le 4e point, et pour enfin, à la fin du process, pouvoir diffuser sous différentes formes, que ce soit des produits commercialisables ou tout simplement des conférences pour partager les résultats. En tout cas, on partage les apprentissages du projet. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le design thinking ou la méthodologie du design d'innovation. Dans l'association, on a l'habitude, donc, travaillant depuis le départ dans l'innovation, d'évaluer nos pratiques, puisqu'il n'y a pas d'innovation sans évaluation. Et les indicateurs un peu qu'on manipule, ou bien ce qu'on essaie de mesurer, sont de plusieurs ordres. Et on va retrouver un peu ce qu'on a évoqué précédemment. Vous verrez, on se recoupe plutôt pas mal, ce qui est plutôt rassurant. On va à la fois s'intéresser à l'impact des projets sur les bénéficiaires, le nombre de personnes touchées, le nombre de téléchargements, mesurer la satisfaction, en alliant à la fois des critères quantitatifs et qualitatifs. On va s'intéresser aussi aux impacts périphériques. Est-ce que le projet a généré de nouveaux partenariats, initié de nouveaux projets, nous a permis de mettre en place de nouvelles méthodes. Donc c'est vraiment ce que j'appellerais la périphérie du projet, mais qui a tout autant son importance. Ensuite, des impacts financiers, soit en termes d'opportunités ou même de vente. Et puis des impacts internes, puisqu'on s'est rendu compte que nos projets, c'était non seulement des projets qu'on faisait pour des bénéficiaires, qui avaient des impacts sur eux, mais aussi, nous, au sein de l'équipe, c'était des opportunités pour développer de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être, et que finalement, ça a participé à la valeur créée. Donc après cette succincte présentation, je vais vous partager donc une expérience concrète d'évaluation menée sur le projet Muséo Plus, qui est un projet mené dans le secteur culturel avec les musées et qui avait pour objectif de répondre à l'enjeu d'accessibilité des musées, à savoir comment on peut développer de nouveaux publics, mieux accueillir les publics en situation de handicap notamment. Et par rapport à cette demande, on a eu l'idée d'une application sur iPad qui aide les enfants avec ou sans handicap à visiter le musée. Il y avait un enjeu de conception qui était assez important, puisqu'il s'agissait sur le même outil de pouvoir proposer un même contenu à des enfants au mode de communication différent. C'est-à-dire qu'on a testé l'outil à la fois sur des enfants donc sans handicap particulier, des enfants sourds, des enfants avec déficience intellectuelle ou dits intellectuellement précoces. Donc il y avait un enjeu de conception assez fort et un enjeu aussi d'usage, puisqu'on voulait voir si ça fonctionnait, si on pouvait mettre par exemple un enfant sourd et un enfant sans handicap sur la même tablette, et qu'est-ce que ça disait de l'expérience de visite qu'ils vivaient. C'est un projet qui a été long, mais qui me permet aujourd'hui d'être ici avec vous et de partager des résultats intéressants, puisque le premier prototype qu'on a mené, c'était en 2010 au musée du Quai Branly à Paris. Suite aux premières évaluations qui avaient été menées sur des enfants sans handicap et avec surdité, le musée, convaincu par les résultats, a décidé d'intégrer la solution et la propose toujours aujourd'hui dans ses offres de médiation. En 2012, on a fait un deuxième prototype, donc avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, puisque suite à la première évaluation, on s'est rendu compte que l'outil avait un impact aussi sur les enfants avec autisme. Et du coup, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. On s'est dit, peut-être qu'on peut déployer les bénéficiaires de l'offre. Et donc, on a mené un projet d'évaluation à plus grande échelle et qui a fait l'objet justement du financement régional du programme Chercheurs Citoyens, puisqu'on s'est adossé à 3 universités, 2 universités de sciences infocom et une de psychocognitive, pour évaluer l'impact sur 130 enfants qui avaient tous des problématiques différentes, que j'ai citées précédemment, et voir comment ce qui se passait en fait au niveau de l'expérience de la visite. Je vais vous détailler ça après. Et donc l'évaluation a duré 3 ans et on a partagé les résultats de l'évaluation avec les chercheurs l'année dernière. Donc c'est un projet qui reste assez relativement récent. Donc au niveau de l'évaluation du projet, donc il n'y a pas d'évaluation non plus sans objectif.
Donc notre objectif, il était à la fois précis et vaste, puisqu'on cherchait à mesurer, à qualifier l'expérience de la visite des enfants dans le musée avec l'application. On a donc l'expérience de visite, comme je vous disais, c'est assez large, sachant qu'on est sur une expérience pédagogique et qu'on sait que qualifier, mesurer, évaluer des apprentissages, c'est un peu complexe, surtout quand on n'a que 3 ans, puisque l'apprentissage, ça se fait vraiment sur le long terme. Donc on a pris des indicateurs, on a travaillé pas mal avec les laboratoires de recherche pour identifier des indicateurs qui pouvaient nous donner des informations sur cette expérience de visite. On en a identifié 4, donc la cohérence, savoir si l'enfant se repère dans l'outil et dans le musée, l'appétence et l'intérêt, est-ce qu'il est intéressé par les contenus, est-ce que ça lui donne envie d'aller plus loin, l'engagement, à la fois l'engagement physique, comment il se déplace dans le musée, comment il s'investit, mais aussi émotionnel. Et enfin, la question de l'appropriation, qui est un vaste sujet, et on l'a touché vraiment du doigt avec le protocole, c'est voilà, est-ce qu'on avait des indications de première appropriation de la part de l'enfant qui témoignaient du coup d'un impact pédagogique sur lui. Alors on a travaillé pour ce projet donc avec le musée du Palais... le musée du Palais des Beaux-Arts de Lille et 3 laboratoires partenaires. Donc Devisu et Jéricho, donc qui sont 2 laboratoires de sciences Infocom avec 2 particularités, avec des spécificités différentes. Et je rejoins tout à l'heure la précision qui avait été apportée sur l'approche sociologique, puisque Jéricho nous a apporté cette démarche, donc qui a été très intéressante. Et Scalab, qui est par contre un laboratoire de psychologie cognitive et qui était très complémentaire aux approches des 2 autres labos. On a mené l'évaluation sur 130 enfants, 70 avec handicap et 30 sans. Alors le protocole, je vous laisse imaginer, ça a été assez complexe puisque chacun avait ses outils, complexe mais riche, puisqu'on a réussi à exploiter 10 outils dans le protocole qu'on a essayé d'associer. Je ne vais pas les détailler tous, mais en gros ça va du questionnaire au dessin en passant par de l'eye tracking pour là plutôt la dimension émotionnelle. Donc un projet riche à mener et puis une grosse interrogation sur les méthodes d'analyse, puisque je ne sais pas si on en a parlé un petit peu, il ne me semble pas trop, mais dans l'évaluation, il y a, en tout cas nous sur notre sujet, il y avait vraiment avec quelles lunettes on analyse ces données. Et sur le handicap, finalement les méthodes classiques d'évaluation et d'interprétation des laboratoires trouvaient leurs limites, puisque un comportement d'un enfant autiste n'est pas du tout appréhendé de la même façon qu'un enfant sans handicap. Donc les modes d'expression et de communication sont différents. Et donc, comment interpréter les données ? Ça a été vraiment un point vraiment très important du projet. On ne l'a pas résolu pleinement, mais en tout cas, ça a émergé. Et donc, nous, notre cadre d'analyse, il était partiel, il était biaisé, il n'était pas forcément idéal, forcément perfectible, mais au moins, il nous a permis d'avancer. Alors, on a fait déjà... naturellement, une segmentation par handicap qui ne s'est pas révélée être forcément une bonne idée, mais ça nous a fait avancer. On a mené des entretiens avec les enfants et les aidants pour pouvoir interpréter les données qui étaient ressorties, pour être sûr qu'on comprenait bien ce qui ressortait. Et puis après, on a confronté expérience et théorie, c'est-à-dire à la fois le cadre d'analyse des laboratoires et nous, notre expérience avec les acteurs de terrain sur l'analyse des comportements. Donc voilà, ça c'était un peu le cadre méthodologique du projet. Mon objectif, c'était pas forcément de partager avec vous les résultats dans le détail. Sachez que dans l'ensemble, ils étaient plutôt bons. Et je voulais plutôt partager ce qu'on a tiré de cette expérience d'un point de vue méthodologique et évaluation. Si vous avez des questions par contre sur les résultats, n'hésitez pas après, mais c'est là, comme j'avais 15 minutes, j'ai essayé de... Alors je vous ai mis quelques photos un peu qui illustrent un peu ce qui s'est passé pour l'évaluation. Donc, alors, les résultats, au-delà des résultats sur l'outil. Voilà. Ce qui nous a semblé intéressant à partager avec vous, c'était les impacts, alors au-delà des impacts périphériques, c'est ce que j'appelle les impacts sur l'écosystème dans une approche de pollinisation. C'est-à-dire, finalement, nous, on a voulu... Au départ, notre objectif, il était clair, vous l'avez vu, c'était évaluer l'expérience de visite. Il était très centré sur l'outil. Et au final, quand on a fait le bilan du projet, on s'est rendu compte qu'il y avait eu d'abord un impact sur les chercheurs.
en travaillant avec nous et sur le projet, ils ont changé de regard sur le handicap. Au lieu de le voir comme finalement des enfants qui avaient quelque chose en moins, ils ont commencé à le percevoir comme des enfants qui avaient quelque chose en plus à nous apporter, une autre façon de communiquer, de ressentir, de s'exprimer, etc. Ils ont amélioré leur connaissance des publics. Et ça a généré des nouvelles idées de recherche appliquée. Donc ça a permis d'ancrer la théorie et la recherche dans le terrain. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, du côté du musée, on s'est rendu compte que d'importer ce type d'expérimentation et de projet, ça permettait indirectement de sensibiliser les équipes au handicap sur un projet concret, donc de faire évoluer les savoir-faire sur ce sujet-là. Ça a mis en avant aussi des difficultés organisationnelles, puisqu'en termes d'accueil, d'organisation de l'offre culturelle, etc., ça a changé quelques repères. Et puis, ça a questionné aussi le musée sur comment communiquer, puisque autant ils avaient l'habitude de communiquer par handicap, c'est-à-dire il y a une offre pour les sourds, une offre pour les autistes, une offre pour le grand public entre guillemets. Et là, on se retrouve avec un outil universel. Comment on communique. Donc en termes de positionnement, ça décale les lignes. Alors sur les visiteurs, au-delà des publics qui ont été évalués, on s'est rendu compte aussi dans une approche sociologique qu'il y avait un impact, puisque en fait les visiteurs étaient confrontés, observaient une nouvelle expérience de visite et ils voyaient par exemple des enfants autistes avec des tablettes. Alors la première expérimentation au Quai Branly, c'était en 2010, c'était l'année où sont sortis les iPads, donc on était vraiment précurseurs dans les nouveaux usages et il y avait de l'envie, de la curiosité qui s'installait et donc on avait des interactions sociales qui étaient de fait modifiées. Et puis, pour les professionnels de la culture, puisque là on était vraiment dans le secteur culturel, on s'est rendu compte que on était peut-être un peu en avance par rapport à ce qui existait, mais du coup on devenait exemplaire et qu'on emmenait les pratiques dans une direction qui faisait sens. Là où les professionnels étaient un peu perdus dans quelle offre pour qui, comment, et donc finalement on avait décloisonné un peu la réflexion. Du coup, ce vers quoi je voulais vous amener, ou la réflexion que je voulais amener, c'est de se dire que finalement, quand on mène un projet, qu'on cherche à l'évaluer, au-delà de l'impact du projet en tant que tel, ou de l'évaluation du projet en tant que tel, on se rend compte que ça permet de varier les curseurs de l'environnement. C'est-à-dire que le projet, il rend effectivement un service à des bénéficiaires, mais par ses impacts périphériques, par l'effet de pollinisation, il permet de varier les curseurs de l'environnement. Donc par exemple, les chercheurs, leur vision du handicap, les professionnels, leur vision d'une médiation accessible. Et que finalement, notre rôle, il est peut-être tout simplement, dans un premier temps, de faire évoluer ces curseurs, qui prendront du temps. Mais au moins, on fait des petites variations qui font réfléchir un peu les gens autrement. Et pour finir, je voulais vous prendre un peu cette image de la cible où on a l'impression souvent que la valeur, elle est au centre, elle est là où on vise. C'est-à-dire quand vous faites un projet, vous avez un objectif et vous évaluez la pertinence de votre projet en mesurant l'objectif atteint ou pas. Là, on se rend compte que finalement, avec cet effet de pollinisation, la valeur n'est pas forcément au centre. Elle peut être à la périphérie. Et donc peut-être garder en tête cette idée que l'évaluation de l'impact social ou la mise en place de projets sociaux n'ont pas qu'une valeur en tant que telle ou par le service qu'ils vont rendre, mais aussi par tout l'écho qu'ils vont avoir sur leur environnement dans cette idée de pollinisation. Voilà, merci pour votre attention. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie. Je veux juste préciser, malheureusement, je ne pourrais pas rester, je dois m'en aller ce midi, là. Mais je voulais juste vous informer qu'il y a ma collègue Marjolaine qui est là. Si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas à la rencontrer au moment du déjeuner. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Bérangère Delferrière et à Quentin Mortier. Je me permettrai d'être très strict parce que normalement, vous avez 18 minutes. Voilà. Alors, les organisateurs de cette journée, dont je suis un petit peu partie, ont pensé qu'après ces deux plongées dans deux exemples très concrets d'évaluation d'impact social, il pouvait être intéressant de prendre un peu de hauteur et de vous donner aussi accès à d'autres expériences qui ont été menées. Donc nous, on ne va pas présenter une expérience en particulier, mais plutôt une petite enquête qui a été menée dans le cadre du projet VISE,
puisque en même temps, pour ne pas réinventer la roue, en même temps qu'une analyse des recherches en matière d'évaluation d'impact social, il a été décidé d'également rendre compte des pratiques de toute une série d'acteurs, puisque, comme ça a été dit ce matin, la question de l'évaluation de l'impact social, elle existe depuis longtemps, elle est presque consubstantielle à l'économie sociale. Dès qu'une entreprise d'économie sociale se crée, elle va chercher à évaluer son impact. Et donc une enquête a été menée. Alors, je vais vous apporter quelques petits éléments sur la forme, et puis Bérangère va venir plutôt sur le fond, c'est-à-dire sur ce qu'on a trouvé. La première remarque à faire, c'est que le terme d'évaluation d'impact social, comme ça a été dit ce matin, n'est pas, même s'il est d'actualité, on en parle de plus en plus, il n'est pas encore si courant que cela, il n'est pas utilisé par tous. Et donc il y a eu une volonté dans le cadre de l'enquête de ne pas se limiter à cela et plutôt de parler d'évaluation dans un sens plus large, donc d'accepter des pratiques qui ne se dénommeraient pas comme évaluation d'impact social. Alors les structures qui ont participé à cette enquête sont situées là, donc elles sont partie prenante au projet VISE. Comme je l'ai dit, c'est une enquête qui a été faite. Elle n'est pas exhaustive, donc on n'a pas cherché à être représentatif de l'ensemble des acteurs. On a plutôt cherché à trouver du contraste. Donc on a ajouté des structures si on pensait qu'elles avaient des pratiques d'évaluation contrastées par rapport à celles qu'on avait déjà. Et donc la préparation a consisté à préparer un questionnaire et une grille d'entretien. Et ces entretiens ont ainsi été réalisés. Vous avez là le nom des structures qui ont été approchées. Et comme vous le voyez, c'est assez contrasté puisqu'on passe de BNP Paribas, Microstart à Signe de Sens qui a présenté son évaluation juste avant. Et en voilà encore d'autres en Flandre, en France et en Wallonie. Voilà, vous avez comme ça les éléments importants sur la forme. Je passe la parole à Bérangère. Merci. Du coup, les résultats, on les a analysés un petit peu de deux manières. Hein. L'idée, comme Quentin l'a dit, c'était vraiment de pas faire de comparaison, mais d'avoir un petit peu une idée de la diversité des situations évaluatives des différentes structures. Donc, on a fait une première analyse des résultats plutôt par question. Donc, il y avait une vingtaine de questions. On n'a pas repris l'ensemble des questions. On a repris les 7 items qui nous semblaient, ou 8, qui nous semblait intéressant parce qu'il pouvait apporter en termes d'enseignement et de pratique des structures, des différentes structures. Donc le premier item, c'est un peu la genèse, la motivation des structures à se lancer dans une démarche d'évaluation. Donc à chaque fois, je vais vraiment parler des 16 structures qu'on a interviewées, et pas du tout généralisées. Hein. C'est vraiment de l'observation. Il y avait 2 approches en termes de motivation. C'est déjà l'origine de la démarche. Est-ce que c'est une demande qui vient de l'interne à la structure ou de l'externe? Et deuxièmement, comment a été valorisée cette démarche? Est-ce que c'était une volonté de valoriser l'évaluation à l'interne ou à l'externe? Et en fonction du coup de ce postulat de départ, ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des structures interrogées, elles avaient une démarche, une motivation à l'origine qui était interne. Donc la demande venait de l'interne. Mais que la demande soit motivée par l'interne, même si la demande est motivée par l'interne, de manière assez systématique, la valorisation qui est faite ensuite de l'évaluation se répartissait équitablement entre une volonté d'être visible sur l'extérieur et également de motiver, de provoquer du changement à l'interne. Voilà, c'est ce qui peut être relevé aussi sur la motivation. Donc, qu'est-ce qui, finalement, pour les entreprises qui voulaient faire évoluer, qui se posaient la question elles-mêmes de leur impact social, qu'est-ce qui était le moteur? C'était la prise de conscience de l'évolution un petit peu des enjeux portés par les collectivités et les financeurs autour de l'impact social, en tout cas à venir, et 2, la volonté de faire évoluer leurs pratiques en interne.
Sur la question des parties prenantes, donc toutes les structures qu'on a interviewées ont mobilisé leurs parties prenantes dans la pratique de leur évaluation. Il y a par contre des nuances à apporter sur la nature des parties prenantes mobilisées, quelle partie prenante, et sur le niveau de mobilisation de ces parties prenantes. Donc la plupart mobilisaient de manière systématique les bénéficiaires ou clients de leur entreprise. Par contre, de façon assez rare, enfin en tout cas plus rare, il y avait une mobilisation par exemple des partenaires financiers ou d'autres parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise. Et ce qu'on a pu noter aussi, c'était que il y a une grande diversité dans les temps de mobilisation des parties prenantes dans le processus d'évaluation, et très rarement les parties prenantes comme par exemple les clients ou les partenaires financiers sont mobilisés à l'origine dans la co-construction de la démarche d'évaluation. Ils sont plutôt mobilisés sur des temps précis, pendant ou à la fin de la démarche. Et de manière parallèle, à l'intérieur des entreprises, donc même si le directeur et puis la petite équipe qui va être mobilisée autour de l'évaluation va travailler autour de la co-construction de la démarche, les salariés des entreprises, même s'ils vont être mobilisés dans la démarche, le seront surtout dans la mise en œuvre, mais rarement dans l'élaboration, ce qui peut être révélateur de problèmes qui vont se faire ressentir, notamment en termes de résistance au changement ou de difficultés de mobilisation des différents salariés dans la démarche. Au niveau des ressources, donc en termes de moyens humains, j'ai généralement pour les structures interviewées 1 à 2 personnes qui sont mobilisées sur cette évaluation. Il n'y a pas de mobilisation de moyens financiers supplémentaires, à part dans de rares exceptions comme l'a présenté Signe de Sens, où là vraiment un projet était financé, un projet d'évaluation était financé en tant que tel. Et c'est d'ailleurs un problème qui est relevé de manière importante par les structures, surtout quand l'évaluation est commanditée de l'extérieur, qui est propre par exemple à un projet, et où ni des ressources humaines, donc en temps, ni d'un budget n'est dégagé pour la réalisation de cette évaluation. Je dois speeder, je me dépêche. Les indicateurs, on en a parlé beaucoup, donc juste 2 mots pour dire que toutes les démarches n'ont pas utilisé forcément d'indicateurs, qu'il y a un très grand flou qui subsiste autour de cette notion, et notamment entre démarche qui se veut qualitative ou quantitative et utilisation d'indicateurs qui se veulent qualitatifs ou quantitatifs. En tout cas, cette notion-là est très floue, on y reviendra plus tard puisque c'est un sujet de débat même en interne, mais cette notion est assez mal comprise. Dans la plupart des cas, donc il existe des bases de données un peu génériques d'indicateurs d'évaluation d'impact social. Dans la plupart des cas, on remarque que les structures adaptent ces indicateurs qui se sont pas adaptés à leur réalité, et que pour pouvoir travailler sur leur évaluation de manière efficace, ils proposent leurs propres indicateurs, même si certaines ont relevé que ces bases de données étaient pour elles importantes. Sur les effets surprenants, donc des effets qui n'étaient pas forcément prévus au démarrage du projet, enfin c'était pas l'objectif de l'évaluation. Les entreprises ont remarqué de manière assez automatique des effets non recherchés au départ sur la structure en tant que telle, en termes de dynamisme et de motivation des équipes. Le fait d'emmener tout le monde dans une démarche d'évaluation avait des effets positifs là-dessus. Sur les pratiques, et également avec un souhait finalement d'amélioration qui se faisait sentir suite à la réalisation de l'évaluation, et des effets sur les bénéficiaires dans l'implication et la compréhension du travail autour de la structure. Les difficultés, pour finir sur les résultats, les ressources, les moyens financiers, notamment le temps. D'ailleurs, j'ai tapé une slide, mais c'est pas grave. Les structures ont vraiment ont identifié la durée de l'évaluation et la mobilisation que ça générait comme étant un facteur véritablement lourd. Pour autant, elles ont toutes à la fin dit que malgré le temps qui avait été sous-estimé au départ, ça avait véritablement apporté énormément de choses.
Les résistances en interne, donc la résistance au changement, la difficulté de motivation et de mobilisation des salariés ou des parties prenantes. Ça je viens de le dire, et comment on va au-delà de l'évaluation, comment on s'en sert et quel est le pas d'après. Donc sur les perspectives, donc on avait une première lecture des résultats de manière vraiment figée par question. Ensuite, on a eu une lecture un petit peu plus transversale, juste quelques points et très très vite. On a des portes d'entrée d'évaluation qui étaient fort différentes, soit une porte d'entrée qui était axée sur les résultats, mais on avait beaucoup d'évaluations qui avaient une porte d'entrée plutôt centrée sur les pratiques, le fonctionnement, la façon de mettre en place les choses. Il y a un certain nombre de critères qu'on a pu relever et qui pouvaient donner des indications sur le choix des méthodes par rapport à des critères. Donc par exemple, mais là je ne vais pas développer, la question de l'objectivité, la question de la mobilisation ou non des parties prenantes, etc. On a remarqué aussi que peu importe finalement l'évaluation qui était menée, on avait dans la totalité des entretiens des étapes qui étaient incontournables dans l'évaluation, et notamment la première étape qui était une étape un petit peu de photographie diagnostique de la structure, une étape d'appropriation, de validation des enjeux de l'évaluation par les conseils d'administration, enfin les autorités compétentes de la structure, un livrable. Ça, c'était les 3 étapes un petit peu communes, et après il y avait un certain nombre de diversités. Je m'arrête là parce que... Non, ouais. Vas-y, tu as encore tout pas mal. Je pense que c'est repris dans les pistes de réflexion, quantique, Ali, etc. Donc, voilà. Et... Ah non, bah oui, voilà. c'était Quentin. Okay, vas-y. Donc le tout dernier mot, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cet exercice. Et en fait, c'est une synthèse de questions que nous nous sommes posées, que nous allons essayer de résoudre dans le cadre du projet VISE, mais qui finalement ont traversé aussi cette matinée. 4 questions. Première question, une évaluation d'impact social peut-elle être neutre ou bien est-elle forcément politique? Contient-elle des enjeux politiques? Enfin, souvenez-vous de ce qu'on a discuté ce matin avec l'intervention de Florence et de Sybille. Et cette dimension politique, elle est à la fois dans l'entreprise et dans la société. La deuxième, c'est la question de la mobilisation des parties prenantes et des parties éventuellement surprenantes dans une évaluation. Avec qui la faire, qui est concerné, qui est au début, qui est à la fin de l'évaluation, qui on arrive à impliquer dans cette démarche. C'est quand même une question importante et ça peut vraiment donner des démarches fort différentes. Et puis enfin 2 questions sur l'objectivité et la subjectivité, comment articuler les deux, et aussi comment combiner des démarches plus quantitatives ou qualitatives et comment articuler tout cela. Voilà 4 questions. Je rajoute juste un point que j'ai du coup sauté, mais qui était très important, qu'on a relevé alors qu'on n'avait pas posé la question. Le point central qui est apparu dans l'ensemble des interviews, c'est la question du sens. Non pas du sens de l'évaluation, mais du sens de ce qu'on fait et de comment on le fait, et qui est finalement une des questions aussi qu'on veut reposer, en tout cas intégrer dans le cadre du projet, dans l'élaboration du dispositif. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci pour merci à vous 4 pour ces exposés qui donnaient plutôt une vision plus pratique de l'évaluation de l'impact social. Alors, on va faire une pause pour manger et pour se détendre. N'hésitez pas à aller vous promener, etc. Juste des informations pratiques. Les ateliers impact social et observation des territoires, approche polydisciplinaire et ESS et développement durable qui devaient commencer à 13h30 commenceront à 13h45 puisque nous avons une demi-heure de retard. Et les deuxièmes, impact social, enjeu territorial, enjeu économique et comment évaluer, eux commenceront bien à 14h. Donc voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire et surtout passez un bon appétit.